Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Ah oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte tous les jours pendant 2 heures, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant pour parler de ces radars de route et d'autoroute. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant. Ça s'est passé dans le passé et on remonte en 1930 pour découvrir la naissance des appellations d'origine contrôlées ou protégées pour les vins français. Oui, comment lutter contre la contrefaçon. Alors, imaginez que vous achetiez, mon cher Stéphane, pour nous inviter, une bouteille de Margaux produite avec des raisins du Languedoc ou une bouteille de Gevrey-Chambertin produite avec des raisins de la vallée du Rhône. Vous ne seriez pas très content. Non. Et aujourd'hui, c'était évidemment inimaginable. Mais au début du XXe siècle, la chose était monnaie assez courante. Ah bon ? Et les producteurs étaient en fait mal ou peu protégés, devrions-nous dire. Il y avait bien une loi en 1905, mais elle était assez mal appliquée. Et en fait, c'est à Châteauneuf-du-Pape que tout a commencé. Alors la pénurie des raisins due à la crise du phylloxéra, on en a parlé ici même, vous vous en rappelez, a conduit des producteurs à s'approvisionner dans le Gard, voire encore un peu plus loin. Alors la chose n'était pas du goût des plus scrupuleux vignerons de l'appellation qui voyaient là, et ils avaient raison, une tromperie sur la marchandise, voire une concurrence déloyale. Alors à leur tête, un certain Pierre Leroy de Boisseau-Marié, dit le baron Leroy, était vigneron de Châteauneuf-du-Pape, et ce fin juriste a été mandaté dès les années 1920 par les vignerons du coin pour mettre un peu d'ordre dans cette joyeuse pagaille. Il a donc créé le syndicat des vignerons de Châteauneuf-du-Pape, premier du genre en 1924, et il est devenu un peu plus tard le secrétaire général de la section Grand Cru de la Fédération des associations viticoles de France. Oui, parce qu'il n'y avait pas que Châteauneuf-du-Pape qui était concerné par ce problème. Absolument, un peu partout, on voyait les fraudes se développer et donc le besoin de se protéger qui s'est fait de plus en plus pressant, ce que comprend très bien un ami du baron Leroy, le sénateur Joseph Capu, un ancien ministre de l'Agriculture, qui, avec l'aide du baron, va élaborer en 1935 un texte de loi qui définit le cahier des charges des appellations d'origine contrôlée et qui sera adopté. En 1936, naissent donc officiellement les premières AOC françaises, viticoles en tout cas. Il s'agit de Châteauneuf-du-Pape, Arbois, Tavel, Cassis, Montbazillac et pour les eaux de vie, Cognac. Pour contrôler tout cela, il faut un organisme. Ce sera le Comité national des AOC, qui deviendra l'INAO, Institut national des appellations d'origine en 1947. Alors, qu'est-ce qu'une AOC, devenue AOP pour la petite histoire, en 1992 pour des questions d'harmonisation européenne? Ce n'est pas une marque, mais l'assurance pour le consommateur du respect par les producteurs d'un cahier des charges. La matière première, le raisin, doit provenir d'un espace géographique délimité. Les pratiques d'élaboration du produit, donc du vin, sont encadrées et il y a le respect d'un savoir-faire garanti. Vous nous parlez du vin, évidemment, cet après-midi, mais les appellations d'origine concernent aussi de nombreux autres produits. Évidemment, on pense en premier lieu au fromage. Et le Roquefort est ainsi le premier à avoir pu revendiquer, lui aussi, une appellation. Dès le début du XXe siècle, là encore, les producteurs se sont battus pour lutter contre les contrefaçons. Le Roquefort a obtenu sa reconnaissance, la reconnaissance de son lieu d'élaboration en 1925, puis le cahier des charges de son élaboration était validé dès 1935. Aujourd'hui, il y a plus de 500 appellations d'origine protégées en France, dont plus de 360 rien que pour les vins et les eaux de vie, plus de 40 pour les fromages, mais aussi la noix du Périgord, la lentille verte du Puy, l'oignon doux des Cévennes ou le bœuf de Charolles. Le monde entier s'est inspiré de ces travaux du baron Leroy et du sénateur Capu pour protéger des savoir-faire uniques. Oui, mais enfin Olivier, par exemple, la moutarde forte de Dijon, maintenant on sait qu'elle n'est plus à Dijon, puisque d'ailleurs on sait qu'il n'y en a plus du tout, surtout. Alors, il ne faut pas confondre les appellations d'origine protégées qui sont, elles, légales et encadrées, et les marques, entre guillemets, qui ne se sont pas protégées. Vous avez des exemples tout à fait intéressants. Le camembert, par exemple. De Normandie. Alors, le camembert n'est pas protégé en tant que tel, mais le camembert au lait cru de Normandie, lui, est protégé. Il doit être fait en Normandie et au lait cru. Voilà, exactement. Et la moutarde de Dijon, elle est faite au Canada. La moutarde de Dijon n'est pas une appellation d'origine protégée, c'est une marque. Eh ben oui, c'est bien dommage. On devrait les obliger à mettre des graines de moutarde Dijon.
Il y a l'Emmental en Suisse, qui est quand même une région de Suisse, et maintenant on fait de l'Emmental en Bretagne. Parce qu'ils ne se sont pas protégés. oui. Voilà. Oui. Et Alors ça, que on Marseille. Gruyère est protégé. Mais vous savez, la Champagne, par exemple, a longtemps lutté contre les contrefaçons, puisque les États-Unis ne reconnaissaient pas les appellations d'origine protégée françaises, et les Américains ont pendant de très nombreuses années produit du champagne, qui était une méthode de vinification semblable à notre méthode champenoise, mais avec des raisins qui étaient produits aux États-Unis. Bon, merci beaucoup Olivier Pouls. Dans un instant, c'est le début de la fin, enfin c'est le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son radar. Mais juste avant, on écoute Johnny Come Home. Ce sont les Fine Young Cannibals sur Europe 1.